Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des marchés. D'un point de vue macro, globalement, la vidéo que j'avais faite vendredi dernier pour moi résume bien la physionomie de la chose pour le moyen voire long terme, ou en tout cas ce qui va nous occuper sur cette année 2022. Au niveau du conflit en Russie, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes évidemment, avec les annonces, les fausses annonces, etc. Mais potentiellement, voilà, on voit que les Russes quand même sont bel et bien enlisés et éventuellement se rapatrieraient sur leur objectif entre guillemets, qui était l'objectif peut-être principal, c'était le Donbass. On verra si ça fait un petit peu baisser la pression et si ça évite la continuité du massacre de civils. Si c'est ça qui se passe et qu'on va vers une désescalade, de toute façon on a bien vu d'un point de vue européen, US, mis à part des sanctions encore sur des personnalités, etc., on sent bien qu'on ne part plus dans l'escalade. Le marché de toute façon l'a pricé, hein, comme le marché n'a pas pricé entre guillemets le cessez-le-feu, mais a pricé la désescalade globalement. Après, ça n'empêche pas qu'à moyen terme, il y a tout un tas d'impacts, bien entendu. Mais voilà, donc ce que je regarde éventuellement, c'est une désescalade maintenant réelle au niveau du conflit, c'est-à-dire éventuellement, voilà, les troupes russes, on voit il y a un certain nombre de mouvements russes qui reculent. Euh, donc éventuellement, voilà, ensuite, on va dire une ligne de front de démarcation qui serait à ce moment-là créée, ce qui serait essentiellement, je pense, l'objectif qui était l'objectif peut-être primaire, on verra. Maintenant que peut-être ils se rendent compte que ils vont avoir un petit peu plus de mal. Et à partir de là, donc il faut faire attention, je dirais, aux valeurs de défense, hein, valeurs de défense qui avaient bien boosté et éventuellement à tout ce qui est matières premières et compagnie. Alors bien entendu, ça reste l'enjeu long terme reste le même, et ça on ne change pas, mais à court terme, voilà, une désescalade éventuellement peut amener à un petit peu de volatilité et une reprise de souffle sur un certain nombre d'acteurs. Mais voilà, ça c'est juste un petit peu de volatilité. Sinon, globalement, c'est toujours la même idée, hein. Une inflation forte, une augmentation des taux de la Banque centrale américaine et certainement on y aura droit également de la Banque centrale européenne, mais peut-être plus tard dans l'année, qui restent et qui vont demeurer en deçà du niveau d'inflation. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand même à considérer comme une politique accommodante. On n'a pas du tout les niveaux obligations, que ce soit des obligations de taux court ou de taux long, au niveau auquel il devrait être avec ce niveau d'inflation. Évidemment, on joue à se faire peur un petit peu avec la décroissance. Alors on ne parlera pas encore de récession, surtout aux US. En Europe, c'est un petit peu moins sûr, mais globalement, voilà, on part pour un épisode de décroissance. Évidemment, il faudra voir les résultats des sociétés au long de ces prochains mois pour voir les sociétés qui sont tout de suite impactées, puisque quand on regarde le niveau d'épargne aux US, on voit que les Américains ont quasiment bouffé toute leur surépargne du Covid, alors que en Europe, notamment en France, on continue d'être fourmis. Donc là aussi, il y a deux poids deux mesures. On a vu cette semaine, la semaine dernière, on avait vu des flux pas mal revenir pour jouer des rebonds sur l'Europe. C'est un peu plus flat cette semaine, mais essentiellement, on a vu des gros flux revenir sur les US. C'est essentiellement entre la semaine dernière et cette semaine aussi, essentiellement les US. Et surtout, ce qui a dénoté, hein, c'est le retour un petit peu sur de la spéculation. Donc pas mal de spéculation sur des plus petits titres, plus petites capitalisations, et le retour un petit peu sur des valeurs qui avaient fait les beaux jours des années 2020-2021, avec du GameStop et compagnie. Et pas mal, bon après il y a eu les spécules sur le cannabis et compagnie, mais on a vu pas mal de prorata. Alors c'est là où il faut faire attention, on a des hausses de 30, 40, 50% qui sont faits sur certains titres. Alors 7, c'est des hausses évidemment exceptionnelles, on a donc des retournements éventuellement qui se mettent en place, mais il faudra bien entendu faire attention, la volatilité va perdurer, tout cela va devoir demander à être digéré avant que l'on puisse conclure si oui ou non
c'est une construction de retournement haussier du marché et donc on peut jouer un petit peu plus fort d'ici quelques semaines, ou au contraire c'était juste un coup d'épée dans le haut, c'est-à-dire un rebond au prorata de la baisse de titres qui s'étaient pris moins 70, moins 80% dans la figure, et donc même s'ils remontent en effet de 30-40%, ça ne change pas la donne au niveau de leur tendance de long terme, et c'était juste entre guillemets une respiration, et à un moment donné, les vendeurs à découvert doivent bien se racheter eux aussi, et doivent bien prendre leur profit. Donc ça, voilà, ça va être l'enjeu, je dirais, de ces prochaines séances, justement, c'est de voir un petit peu comment tout ça construit, de réussir à tenir des supports, c'est assez simple. Si on arrive à tenir les supports, et bien on rentre vraiment dans ces constructions-là. Si on lâche les supports, évidemment, très rapidement, ça veut dire que la peur revient et qu'on était juste en phase de rebond, certes très juteux, mais des rebonds qui étaient quand même à considérer comme techniques. Et évidemment, ce qui va nous importer, c'est, on le voit, tout le monde a parlé des hydrocarbures. Maintenant, tout le monde est en train de parler de la crise alimentaire. Globalement, de manière plus générale, c'est le social qui va nous importer, puisque actuellement, bon, on l'a bien vu, on est dans de l'interventionnisme d'État. La problématique, c'est qu'on résout de l'inflation en créant plus, hein, tout ce qui est chèque inflation, tout ce qui est aide, etc. On profite encore aujourd'hui que les taux sont bas, mais quand on regarde, les taux sont toujours très bas, mais par exemple, on emprunte à nouveau en taux positif en France, par exemple. Donc, grâce aux taux réels négatifs, c'est-à-dire que les taux nominaux sont toujours plus bas que l'inflation, donc on est en taux réel négatif, donc on continue de grignoter la dette grâce à l'inflation, et on continue d'avoir une dette et un coût de la dette qui est encore supportable, mais petit à petit, voilà, à un moment donné, on va ne plus pouvoir raser gratuit si les taux continuent de remonter, bien entendu. Même si on reste encore dans des taux négatifs, à un moment donné ou à un autre, il va falloir passer au serrage de la ceinture. Et ça, je le sens un petit peu moyen, parce que la problématique, c'est qu'en 2020-2021, on a habitué tout le monde, en gros, au fait que l'État est là. Donc l'État fait un chèque inflation, l'État fait un chèque essence, l'État fait un chèque ci, l'État fait un plan machin, un plan de résilience, un truc, un machin. En gros, il y a de l'argent, mais à partir du moment où si les taux viennent à continuer de remonter plus fort, les taux réels vont rester négatifs, mais de manière de plus en plus restreinte. Et donc, à partir de ce moment-là, on va plus pouvoir faire des chèques cadeaux. Donc évidemment, le risque de tout cela, c'est qu'on se retrouve avec certes des augmentations de salaire, mais des augmentations de salaire qui sont inférieures par rapport à l'inflation. Et surtout pas pour tout le monde. Donc on va se retrouver à un moment donné avec des déséquilibres. On le ressent pas encore aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, en France, il y a encore énormément d'épargne. Et je veux dire, les gens continuent aujourd'hui de mettre leur argent sur leur compte, leur livret A, qui ne fait plus que ne pas leur apporter d'argent, ça leur coûte de l'argent, puisque vous avez une inflation aujourd'hui à 4-5%, et votre livret A vous rapporte 1%. Donc vous êtes éventuellement à du moins 3, moins 4%. Donc il faudra voir l'évolution. Évidemment, une grosse partie de cette inflation reste transitoire, mais c'est une transition évidemment qui ne cesse d'être repoussée vis-à-vis des différents événements. Comme on l'a vu, il ne faut pas non plus tuer le Covid. Le Covid est toujours là, continue de créer des dysfonctionnements au niveau des chaînes, des supply chains, notamment en Asie. Et il faudra voir évidemment, avec la relaxe justement de tout ce qu'on a pu faire sur le Covid juste avant les élections, etc., il faudra voir qu'on ne se retrouve pas avec un effet ciseau post-élection, justement, où on va se retrouver avec du social, à devoir gérer, parce que à ce moment-là, ça risque un petit peu de tirer dans tous les lieux. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra faire attention le jour où on habitue tout le monde justement à ce qu'il y ait des chèques cadeaux pour tout. À un moment donné ou à un autre, le marché sifflera la fin de la récré. Et évidemment, c'est là où le social prendra le pendant, puisque on aura été mal habitué, de la même manière que sur les marchés actions. On avait pu répéter qu'on a été mal habitué en 2020-2021. Ce n'est pas la normalité de la bourse, c'était de l'exceptionnel. On rentre aujourd'hui dans ce qui est beaucoup plus la normalité. Donc des constructions, les choses qui mettent du temps à se mettre en place, et des va-et-vient.
Et ce qui nous intéresse donc, c'est le 10 ans américain. On va le regarder en hebdomadaire. Donc évidemment, tout le monde qui parle de krach obligataire et compagnie, de par la chute du prix des obligations, il ne faut pas oublier également que la chute de ces prix d'obligations fait sortir des capitaux de l'obligataire. Et ces capitaux-là, ils vont s'investir sur les actions, puisqu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a toujours pas d'alternative aujourd'hui. Alors certes, ça va chercher du défensif, du non-cyclique, hein, du Carrefour, du Orange, etc., ce genre de choses-là, des valeurs qui offrent un dividende, qui offrent voilà, un côté non-cyclique de leur activité. Défensif, la santé aussi fonctionne plutôt pas mal. Mais voilà, il ne faut pas négliger également aussi qu'aujourd'hui les banques centrales restent toujours soutien du marché obligataire. Également, vous avez tout un tas de banques qui ont des obligations, tout un tas de fonds également qui ont un certain nombre d'obligations de conserver de l'obligataire dans un certain pourcentage de leur portefeuille pour conserver des portefeuilles équilibrés. Donc avant de parler voilà, de krach obligataire et que tout le monde se casse de l'obligataire, voilà, il faut également garder une certaine mesure et prendre en considération que vous avez toujours des soutiens aujourd'hui au marché obligataire. Donc pour moi, voilà, je ne parlerai pas de krach obligataire. Il y a une correction aujourd'hui avec une hausse des taux, oui, mais comme on a pu le dire, ce qui va devenir le plus intéressant justement, c'est le contrôle que les banques centrales devront mettre en place si jamais en effet on commence à pousser au-delà des 3%, je pense, sur le 10 ans américain. Là, ça risque de coincer. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en gros, à court terme, le marché interprète le fait que les banques centrales réagissent avec retard et derrière la courbe des taux, comme le fait que la politique accommodante, ma foi, elle continue. Donc on est quand même revenu sur des valeurs de croissance qui ont de la visibilité, qui ont de la rentabilité, mais également sur les dossiers plus spéculatifs. Donc on joue cet aspect croissance supérieur à l'inflation, mais on continue à jouer également tout un tas de valeurs value, mais on est un peu plus méfiant sur les valeurs cycliques qui peuvent être impactées dans les prochains mois, on va le voir, justement, vis-à-vis éventuellement de l'impact, cette fois-ci, sur les marges de société, parce qu'ils ne sont plus capables, en tout cas pour celles qui avaient un faux pricing power jusqu'à maintenant, de pousser les hausses de prix sur le consommateur final, parce que le consommateur final, tout du moins aux US, eh ben, il n'a plus un rond. Donc il est aujourd'hui toujours dans la recherche éventuellement d'alternatives. Mais aux US, on fait comme en France également, malheureusement, c'est qu'on coupe les taxes sur le pétrole, etc. Il n'y a personne qui parle de on se serre la ceinture, on trouve des alternatives, on réduit notre consommation. Non. La problématique, c'est que l'interventionnisme de l'État est inflationniste de par lui-même, et ça ne change pas, et on continue dans cette idée-là, et donc évidemment, on ne laisse pas faire le marché où l'inflation forte se règle d'elle-même. Donc voilà un petit peu où on en est, malheureusement, dans cet interventionnisme qui, poussé à l'extrême, évidemment, et le fait qu'il est durable, eh ben, tue la naturalité de la transition qu'il aurait dû avoir. C'est ça, et on se tire une balle dans le pied pour la suite. Revenons donc à notre 10 ans américain, c'est au moment en règle générale où tout le monde vous dit « Oh mon Dieu, krach obligataire, etc. » qu'on arrive sur des niveaux qui deviennent intéressants. Quand on regarde en hebdomadaire sur 10 ans américain, on est en train de revenir, si on remonte un petit peu plus loin, on est en train de revenir sur des zones de soutien. Donc on devrait avoir une réaction, il faut considérer que ce sera que du rebond technique, donc une détente un petit peu sur les taux. Mais globalement, on l'a bien vu, on a bien ce retournement à la baisse qui est effectué et qui est effectif dorénavant. Mais pour autant, si on se porte encore sur du très long terme, on reste aujourd'hui dans une tendance de 30 ans de taux baissier. C'est juste qu'on est remonté à peu près au niveau du canal, au niveau du haut du canal. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder essentiellement. Là, je pense qu'on est en train d'arriver dans une zone où on va un petit peu calmer le jeu. Mais globalement, ce sera le prochain mouvement qui nous intéressera, parce que le prochain mouvement, si jamais on vient justement à redescendre sur cette zone des 100 notamment, c'est là où ça sera important, c'est là où ça peut commencer à piquer un petit peu plus, parce que comme on l'a dit aujourd'hui à court terme, on joue le politique accommodante, on joue le fait qu'on est derrière la courbe pour jouer des valeurs de croissance. Si jamais les taux longs continuent de monter, évidemment, à un moment donné, ça recoince au niveau des valeurs de croissance. Donc il faut, comme toujours, les poupées russes,
voir un petit peu qu'est-ce qui est les intercycles, voir un petit peu ce qui se joue actuellement pour du court terme, mais sans omettre et sans oublier ce que ça veut dire, ce que tout cela veut dire à moyen et long terme tout de même. C'est la même chose. Vous pouvez avoir une détente éventuellement sur la guerre et donc une détente sur les matières premières. Éventuellement, il faudra pas, ça sera une détente de court terme, il ne faudra pas omettre que on est toujours aujourd'hui dans des dégradations structurelles. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ne pas oublier que la guerre ou le Covid sont des accélérateurs, sont des catalyseurs de choses qui étaient déjà en lame de fond. Donc c'est-à-dire que si ces éléments-là s'effacent, certes, on a une phase transitoire en effet qui dure plus ou moins longtemps où on se détend, mais on ne change pas la lame de fond long terme, elle. Donc c'est là où, oui, en tant qu'investisseur, eh ben, il faut continuer de naviguer sur ces intercycles et ne pas non plus voilà, changer d'avis toutes les 2 semaines en altérant une vue de long terme par une stratégie de court terme. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Quand on va regarder le Brent, on va continuer dans les choses qui fâchent actuellement. Hop, on va le regarder en journalier. Et donc l'idée, c'était ce que je vous avais dit. Donc ok, on corrige au prorata, mais on ne change pas la vague de fond. Donc très certainement, hop, vous avez le rebond qui se met en place. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où va être la résistance. Bon, pour l'instant, on voit qu'on bloque sur la zone des 124. On ne sait pas, on peut très bien continuer de remonter. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est de voir où est-ce qu'on va réellement bloquer. Et ensuite, c'est ce qui nous permet de construire la figure. Et donc, une phase de congestion. Pour l'instant, donc évidemment, la tendance est toujours haussière. On ne remet absolument pas en cause ça. Par contre, petit à petit, vous voyez que vous avez ce zigzag, eh bien, vous êtes capable de construire une figure de congestion avec une médiane. Et donc, tant qu'on est au-dessus de cette médiane, ça reste haussier, bien entendu. Si on repasse en dessous de cette médiane, c'est là où on joue la détente. Ça ne veut pas dire que la tendance haussière est terminée, non, loin de là. Ça veut juste dire qu'on se calmera à court terme et on aura une détente et une construction dont il faudra suivre ensuite l'issue. C'est ça qui va surtout nous intéresser pour la suite. Au niveau du CAC 40, où est-ce qu'il est le CAC ? On a passé une semaine plutôt calme, hein, c'est-à-dire une consolidation plutôt flat. Donc c'était l'idée, hein. C'est grossièrement, en gros, on a un support sur les 6380-6400 points, une résistance sur les 6680 points à 6750. Et donc à l'intérieur, je veux dire, on peut naviguer, on peut très bien aller chercher le bas pour remonter, on peut très bien aller chercher le haut pour reconsolider, bref, on peut à l'intérieur de ça faire pas mal de zigzags sans pour autant que ça nous avance vraiment dans le schmilblick. Ce qu'il nous faudrait vraiment pour pouvoir soit se dire que oui, le marché est vraiment en train de se retourner, que Tina est toujours là, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas d'alternative et donc tous les flux viennent sur les actions, même si on a des nuages gris, ce que vous voulez, c'est la cassure ici par le haut, avec le pullback derrière et la relance. Au contraire, les nuages noirs reviennent, etc. Pas si on revient ici, parce que pour moi, ça sera éventuellement une opportunité pour essayer de jouer le fait que de cette congestion-là, on pourra en sortir par le haut, mais ça se fera petit à petit globalement. Ça serait vraiment si on enfonce tout ça par le bas. Et je parle vraiment d'enfoncer, pas avec une mèche en cours de journée, mais en clôture. Et là, en effet, si on repasse sous les 6300, 80 points et ça se confirme sous les 6300 points, là, éventuellement, on remet du danger, on remet de l'incertitude sur le marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché retrouve des zones d'incertitude sur un certain nombre de facteurs. Ça peut être une nouvelle escalade sur la guerre, ça peut être également une réalisation que éventuellement sur les profits des sociétés, on va peut-être commencer à se dire que on a un paquet de sociétés qui vont dans un monde où le consommateur commence à avoir moins confiance, où il commence à avoir un petit peu moins d'épargne vis-à-vis de ce qu'il avait réservé en Covid, où on commence à regarder les prix parce que l'inflation commence à taper, les prix de l'essence commencent à taper également et nous empêchent de budgétiser ce qu'on avait l'habitude de budgétiser, etc. Bref, tout ça, ça peut commencer à taper sur les marges des sociétés, l'augmentation des coûts de production également. Donc c'est là où on va vraiment voir les sociétés avec un vrai pricing power et celles qui avaient une illusion jusqu'à présent juste parce que les gens avaient les poches pleines et donc ne se posaient pas de questions. Même si les prix augmentaient, ils avaient cette sensation d'être riches et donc de pouvoir supporter cette hausse de prix sans changer leur confort de vie. Ça,
on arrive au bout. Alors surtout aux US, hein, en France, c'est encore très fourmi, donc on peut considérer que les gens ont encore de l'argent, mais pour autant, comme ils sont très restreints à le dépenser, et ça s'est fait que petit à petit, et le moral est en train de partir dans les chaussettes, on peut imaginer que c'est la même problématique, c'est-à-dire que les gens ont plein de cash sur leur compte, mais pour autant, ils veulent pas le dépenser, donc ça a le même impact en termes de consommation. Donc ça sera à regarder, bien entendu, pour la suite. En attendant, on sent bien que le marché, il est entre deux eaux. Hein. On est vraiment coincé entre deux eaux, et c'est ça qu'on va devoir observer ces prochains jours, ces prochaines semaines. On va dire que le crack c'était une chose, la remontada une autre, et maintenant on rentre vraiment dans, pour moi, la phase d'observation, et c'est le marché qui va nous indiquer petit à petit ce qu'on doit penser pour la suite. Et à ce stade-là, tant qu'on est là-dedans, pour moi c'est assez neutre, donc c'est plutôt en mode vraiment observation. Au niveau du Nasdaq, donc on a bien vu les valeurs, enfin depuis la semaine dernière, mais surtout globalement cette semaine également, on a bien poursuivi, on a claqué toutes les résistances, donc c'est quand même du signal fort. On n'est pas à l'abri de continuer éventuellement ça, évidemment, et d'aller chercher cette zone des 15 100, 15 200 points. Tant qu'on va rester en dessous de cette zone des 14 900, 15 100 points, pour moi, il faut considérer ce mouvement, aussi fort soit-il, aussi juteux soit-il, comme pour l'instant un simple rattrapage par rapport à la baisse, mais non pas une relance de la tendance haussière. Donc on ne peut pas encore en parler, et on risque, alors ça peut zigzaguer pas mal, mais là aussi, la vue pour la suite, c'est la même chose, c'est se dire le marché va devoir nous construire un petit truc. Alors là, qu'on aille chercher le haut et qu'on consolide ensuite, ou qu'on consolide maintenant, qu'on aille chercher le haut ensuite, en gros, ça va se jouer, on a à peu près 1000 points, où ça peut pas mal zigzaguer, où pour moi, on est en zone d'observation. Je pars du principe que les rebonds qu'il y avait à jouer, globalement, on les a joués. Et maintenant, et les tendances haussières en mode exponentiel, c'est joué également. Et maintenant, je pars du principe que le marché va se regarder. Alors, il reste des marges, hein, il y a encore des marges de manœuvre sur un certain nombre de titres. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que la hausse est terminée et qu'on va consolider tout de suite. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Actuellement, pour moi, c'est un marché voilà, où on suit un petit peu au jour le jour. Et pour l'instant, je dirais que tant qu'on va tenir, vous voyez, cette zone des 14 200, 14 300, on reste positif. C'est-à-dire que si on vient à consolider sur cette zone-là, pour moi, c'est une zone où on reprend des positions et on tente de jouer la relance. Si on casse comme dans du beurre par le bas, évidemment, bah c'est un signal. Ça sera un signal également que c'est un petit peu plus restreint et à nouveau dangereux. Mais pour l'instant, moi, je suis plutôt dans l'idée de dire le mouvement est quand même assez fort. Je pense que si ça avait été juste un rebond pour faire un rebond technique avant de repartir à la baisse, on aurait bloqué avant. Et on aurait relancé la baisse plus rapidement. Là, non. On sent qu'il y a des flux, on sent qu'il y a du soutien. Donc l'idée, c'est que je ne sais pas encore si on va aller chercher voilà, la marge qui nous reste haussière tout de suite ou si on va reconsolider. Mais dans les deux cas, pour moi, c'est une consolidation où je garde une casquette acheteuse. C'est-à-dire que si on revient sur les zones de support, etc., je continue d'acheter. Jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'on lâche les supports. Et à ce moment-là, je redeviendrai beaucoup plus prudent. Mais pour moi, les mouvements actuels, c'est des mouvements encore où je suis certes en observation, mais dans une volonté acheteuse, encore. Au niveau de l'or, ça bouge un petit peu, ça se remet dans des bons rails. Pour moi, c'était ce que je vous avais dit. Oui, on a l'aspect correctif un petit peu parce qu'on se détend de la peur, de l'escalade, de la guerre nucléaire, tout ce que vous voulez. Mais ça ne change pas le schmilblick à long terme. Et donc pour moi, l'or continue de rester un très bon hedge et on reste haussier et le signal pour moi reste encore valide. Donc à ce stade-là, ça reste positif au-dessus des 1900 $. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. On est revenu chercher, travailler cette zone de support ici des 24,50 $. On arrive à la tenir, on tente de relancer. Là aussi, pour moi, c'est le retournement haussier est encore actif sur le silver. Et sur l'euro-dollar, on se cherche pour l'instant, toujours c'est toujours baissier dans la tendance de fond, neutre à très court terme. On continue de gesticuler, toujours cette zone des 1,11 comme un premier palier au-dessus duquel on aurait un léger mieux de la part de l'euro. Mais tout ça, voilà, maintenant ça va prendre du temps
pour moi. Et tant qu'on n'aura pas la capacité d'avoir une congestion et d'en sortir par le haut, voilà, on va pas parler de retour, entre guillemets, de l'euro fort qui change la donne sur notre capacité à continuer de surpondérer les US par rapport à l'Europe. Pour l'instant, pour moi, ça ne change pas le schmilblick et globalement, le gros des flux sont aux US et on le voit, hein, c'est clairement là que ça se passe. Hein. Voilà, on va passer aux actions. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Hop, on va passer à la liste des actions. Alibaba, donc bon, quasiment 50% de hausse. Pour moi, voilà, ça détend bien l'atmosphère. Ce qui va nous intéresser, c'est la même chose. C'est la consolidation au prorata. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Bon, on ne sait pas trop, mais ce qui serait bien, c'est de ne pas enfoncer la zone des 99 $, par exemple. Tenir cette zone-là et ça va se jouer là. La congestion ici pour le moyen terme et ensuite casser ici par le haut pour avoir un objectif à 140 $. Voilà. Et si vous recassez par le bas, évidemment, ben, on se replonge un petit peu dans la peur. Donc c'est là, c'est tout ce que je vous dis. En gros, on a eu les gros mouvements de rebond. Maintenant, il faut digérer tout ça, les construire, congestionner avant d'avoir la suite. Donc il ne faut pas brûler les étapes et il y a cette phase de construction. Même chose sur Alstom. Là, c'est une tendance baissière globalement et on voit, vous avez eu un très bon rebond, certes. Vous voyez, par rapport à là où on vient, c'est pas grand-chose non plus. Mais si vous avez chopé le point bas, c'est des rebonds qui sont quand même appréciables. Et la même chose, eh ben, on commence à bloquer. Donc ça nous permet d'avoir des repères. C'est ça qui est important dans ces phases de construction. C'est qu'on bloque sur des résistances, on va aller chercher des supports. Et petit à petit, alors là c'est une hypothèse, hein, grosso modo. Et petit à petit, ça va nous construire les figures. Et donc ça va vous permettre d'avoir les plans pour plus tard, peut-être à jouer à plus moyen terme. C'est-à-dire vous cassez la résistance. Eh ben, on va jouer les prochaines targets haussières, on casse le support, on jouera une autre figure plus tard, mais en gros on sort des positions et on attend un nouveau setup. C'est ça qui est intéressant. Apple évidemment monstrueuse, mais pas mal. Nvidia, en fait pas mal de grosses valeurs aux US ont été monstrueuses. Et de toute façon, il suffit de regarder le Nasdaq pour comprendre hein, ce qui s'est passé. Et Apple, donc évidemment, même chose. Regardez, on touche le bas et on est allé chercher le haut et même on traverse le haut. Donc c'est là où je dis que quand même, il ne faut pas négliger la force du mouvement actuel. C'est que si vraiment on était dans une dégradation, on se serait arrêté bien avant. Alors là, c'est très fort. Il ne faut pas négliger qu'on va avoir la conso à un moment donné ou un autre. Alors, il peut y avoir encore un petit peu de marge, mais la logique, à un moment donné, va être qu'on va revenir sur cette zone des 167 hein, pour au moins chercher le support. Jouer le rebond, et après, il faudra voir la force de ce rebond-là pour se dire, oui, c'est une vraie relance, ou attention, méfiance, pam, si ça recasse par le bas, c'est se dire que, bon, ok, on s'est fait plaisir, dans la remontada, mais rien n'est fait pour le moyen terme. Mais globalement, c'est ça qu'il va falloir observer. Sinon, ArcelorMittal, tout ce qui est métaux et compagnie, tout va bien. Donc ArcelorMittal également, on est en train de repartir de plus belle. Donc c'est positif, hein, notamment à court terme, tant que vous êtes au-dessus des 29,60 €. ASM International, c'est la même idée, on le voit, pas mal, Soitec et compagnie, pas mal de valeurs semi-conducteurs sont bien remontées. Mais là, contrairement à ce qu'on a vu sur Apple, par exemple, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a certes un très bon mouvement, un très gros mouvement, mais pour autant, celui-ci, il est en train de bloquer sur des niveaux de résistance importantes. Donc il va falloir, évidemment, il ne faut jamais dire jamais, ça peut toujours traverser, mais tant que ça ne traverse pas, il faut considérer que certes le mouvement a été très bon, mais que ça reste du rebond, et éventuellement que l'on va construire dorénavant dans cette zone, et que le prochain mouvement durable, il se joue là, dans la construction qu'on va faire et dans la capacité d'en sortir par le bas ou d'en sortir par le haut. Mais en gros, là, c'est des phases derrière de construction, congestion et de zigzag, donc plus ou moins longues, auxquelles il faut éventuellement s'attendre et s'habituer. Au niveau d'Atos, c'est toujours une tendance baissière. Là aussi, on a marqué la résistance, le support pour l'instant. J'avais cette zone des 26 € qui est à tenir globalement, donc il faudra voir si on arrive à tenir ça. Là, pour l'instant, on sort par le bas, on ne tient pas la moyenne mobile 20, etc. Donc c'est moins. Il faut un petit peu nettoyer le graphique. On peut également voir d'autres choses, voilà, avec cette oblique-là.
Et donc en gros, tant que vous ne recassez pas ça par le haut, on ne se remet pas dans une amélioration de la tendance. Donc à voir, on est dans la zone là en termes de construction. Il faut absolument tenir la zone des 24 euros pour moi. Hop, ici, ça sera le gros morceau et voir ce qu'on construit. Donc on ne se précipite pas non plus. Balio, bah, ça fait partie des petites valeurs donc, où le marché, l'appétit pour le risque était là, puisqu'on est pas mal revenu sur les petites valeurs. Et Balio, je veux dire, donc on voit, on a un bon boost, une valeur qui a gagné une trentaine de pourcents et qui redonne pas grand-chose. Donc ça se regarde. Dans la congestion actuelle, ça se regarde pour éventuellement valider un nouveau mouvement vers la zone des 1,20, 1,30. Sinon, on voit que pas mal de portefeuilles reprennent également un côté défensif. On le voit notamment avec des sociétés non cycliques comme Carrefour par exemple, où là on vient de casser la résistance des 18,40 € et donc on continue le mouvement haussier. Sinon, le mouvement sur les pétrolières et surtout sur les parapétrolières continue, là aussi sur CGG, on le voit. On est en train de revenir potentiellement tester cette zone des 1 €, mais ce que j'aimerais moi c'est cette zone éventuellement d'oblique ici, aux alentours de la zone des 1,05 € jusqu'à 1,10 €. Ce serait ça pour moi le test qui serait important. On voit les volumes, hein, donc pas mal de retours sur ces valeurs-là. Au niveau de Claranova, je la garde parce que je sais que beaucoup la suivent, mais je vois toujours pas grand-chose à mettre sous la dent. Alors on voit qu'on est en train de revenir ici sur cette zone de soutien-là, aux alentours des 3,90 €. Il faudra tenir et éventuellement de là, ça peut commencer à nourrir une volonté de faire un nouveau mouvement de rebond. Mais en gros, on n'a pas de congestion suffisante pour pouvoir dire oui, on est à l'orée d'un retournement de marché à la hausse. Non, pour l'instant, ça reste du mode rebond, donc du mode court terme. DBV Technologies, on a failli partir en spécu, mais on a bloqué sur les résistances au final. Donc on est en train de revenir sur les supports, c'est pas mort, hein. Ça construit. Donc on laisse construire, tant qu'on va tenir cette zone des 2,60, on reste toujours dans ces... Ça reste une biotech évidemment. EDP, là aussi au niveau des valeurs vertes, on avait énormément réagi par rapport au conflit. Donc voilà, là aussi ça temporise, il faut laisser faire, il faut laisser temporiser. Ne pas omettre également qu'avec la remontée des taux, et si les taux continuent de remonter, à un moment donné ou à un autre, on va avoir une pression sur ces valeurs vertes, certes, qui sont l'avenir parce qu'on va, pour l'alternative énergétique, on va y investir énormément, mais en même temps, c'est des sociétés qui sont très endettées. Donc si les taux commencent à remonter très fort, hein, c'est là où ça peut commencer à coincer pour certaines sociétés. Mais maintenant, la majorité des sociétés ont quand même profité de la crise Covid pour se refinancer. Donc globalement, repousser pas mal d'échéances et de refinancement à des taux qui seront moins sympas à plus tard quand même aussi. Donc il faut, voilà, quand on regarde un groupe qui est endetté, c'est une chose, mais il faut regarder dans le détail, c'est quelle est l'échéance de cette dette, et donc du coup le refinancement, est-ce qu'ils sont pris à la gorge pour refinancer, et à ce moment-là à des taux moins sympas, c'est là où le coût de la dette peut devenir beaucoup plus compliqué à gérer. Donc ces valeurs vertes de toute manière demeurent bien entendu intéressantes. Egide également, ça reste intéressant, ça reste lié entre guillemets défense, mais au-delà de cela, je vous ai dit en début de vidéo que voilà, il faut faire un petit peu plus attention sur les valeurs de défense si le conflit un petit peu se désescalade, c'est ce qu'il faut évidemment vouloir. Mais pour autant, Egide, voilà, pour moi, c'est au-delà de cet aspect défense, c'était déjà un beau titre, un titre que je trouvais intéressant, mais maintenant, il faut casser. Et pour l'instant, on n'y arrive toujours pas. Donc, il y a une bonne congestion ici, mais il va falloir réussir à casser par le haut à ce stade-là. Pour l'instant, ça manque un petit peu d'entrain. Au niveau des Energy Fuels, donc tout ça, c'est tout ce qui est uranium. Pour l'instant aussi, on bloque un petit peu sur les niveaux de résistance. Donc là, hop, on a le niveau de soutien ici. Donc ça sera intéressant, justement, sur toutes ces valeurs-là qui ont fait toute matière première également. Toutes ces valeurs-là sont en train d'arriver sur des niveaux de résistance dorénavant, après des hausses quand même sensibles, voire exponentielles. Donc il faut s'attendre à un moment donné ou à un autre, pour une raison X ou Y, ça reprenne le souffle. Sans pour autant que ça change la donne et la tendance de long terme, mais il faut s'attendre à pas mal de volatilité. Mais à ce stade-là, je veux dire, tant que vous allez tenir, on voit à court terme cette offre des 9,30 $, 9,40 $, ça reste positif.
Engie, pour moi, c'est l'exemple type un petit peu de la remontada. Hop, j'enlève les petits dessins. Vous voyez, donc on se prend un gros tir et on remonte, on retrace à peu près la moitié de la baisse. Et maintenant, c'est OK. Et maintenant, on fait quoi? Et on a ça sur les valeurs bancaires. Vous avez ça sur un paquet de valeurs, globalement, où, en gros, il y a eu le rebond qui devait y avoir, entre guillemets, plus ou moins fort que ce qu'on avait prévu. Pour moi, c'était bien plus fort que à quoi je m'attendais. Mais maintenant, voilà, c'est là le quid. Le quid, il est là maintenant, c'est de se dire, ok, ça peut faire du truc comme ça peut faire ça, ça peut faire ça. Et en gros, on peut commencer peut-être à se construire une figure. Parce que ça peut toujours faire ça, bien entendu, mais ça voudrait dire vraiment qu'on a vraiment des nuages noirs qui reviennent. Donc le scénario que je publicite plutôt maintenant, c'est de me dire, il va y avoir des constructions. Et ces constructions-là vont nous permettre de construire les figures. Et ce sont ces figures-là qui peuvent mettre plus ou moins longtemps. C'est là où il faut éventuellement s'attendre à un marché qui va peut-être pas faire grand-chose ces prochaines semaines. C'est ça qu'il faut regarder. Ça reste une possibilité. Il ne faut pas croire que ça ne peut que remonter ou ça ne peut que redescendre avec une deuxième jambe baissière. Ça peut aussi faire quelque chose de construit et de complètement neutre pour quelques semaines. Il ne faut pas l'omettre, il faut le garder en scénario, il faut le garder en tête. Et après, ce n'est que la cassure de ces éventuelles figures qu'on dessinera qui nous donnera la suite. Là, voilà, on est dans des mouvements aujourd'hui où on est obligé de se dire « Ok, j'ai pas vraiment de signal tant que j'arrive pas à sortir par le haut ou par le bas. » Et donc, en ce moment, j'ai plutôt pas mal de zigzags qui me permet de construire les congestions. Eramé, c'est parti en exponentiel. On est revenu chercher un sommet. Alors, j'ai pas suffisamment d'historique, mais c'est l'ancien sommet de 2018. Donc aux alentours des 162 €. On peut le claquer, évidemment, ça reste haussier, c'est en exponentiel. C'est juste qu'à un moment donné ou à un autre, évidemment, il faudra vous attendre à un prorata, au fait que le marché soufflera. Mais aussi, non, c'est haussier. SKR, voilà, bon, les résultats, évidemment, ils n'ont pas été appréciés. Les résultats sont bons. Ils n'étaient pas suffisamment bons par rapport à la valorisation du titre. Il y a pas mal de titres de croissance. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu pas mal de rebonds sur beaucoup de valeurs de croissance. Et SKR, non, n'a jamais réussi à rebondir. Alors évidemment, a posteriori, c'est facile de se dire que c'était un pré-indicateur, etc. Mais en gros, l'idée, c'est que même si on joue, il faut avoir des stops courts là-dessus. C'est-à-dire se dire, je joue, c'est quoi le plan? Je dis, je joue les résultats. Mais à partir du moment où les résultats, bons ou mauvais, on s'en fout, c'est ce que le marché en pense qui est important. À partir du moment où le marché il en pense que c'est nul, et ben on solde. Donc c'est ça qui est vraiment important à retenir, c'est d'avoir des plans et de les tenir, même si ça résulte en une perte. À terme, tenir vos plans vous rapportera. Et c'est ça qui est important. Parce que là, maintenant, l'idée, c'est quoi? Ça devient... Après, on complexifie les choses. L'idée, c'est de se dire, on voit le marché a trouvé une limite, un support sur la zone des 155, ok. Mais en gros, on a cette zone qui date de l'été 2020, qui est la prochaine zone. Mais c'est une zone qui est assez large, concrètement, entre les 135 et les 150. Donc c'est là éventuellement où on peut trouver du support, où on peut se dire oui, on va nourrir un rebond technique, mais un rebond technique aujourd'hui qui très certainement aura du mal à repasser, je dirais, cette zone, les 180, et donc qui restera technique dans ce stade-là, avant d'avoir une construction. J'avais ça en oblique, mais le marché s'en fout. Et donc voilà, globalement, maintenant, c'était une tendance baissière déjà. On tentait le rebond, mais c'était l'une des rares à pas avoir rebondi. Et donc après le jeu, c'était les résultats. Et là, les résultats sont une nouvelle fois vendus. Donc là, je veux dire, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il faut accepter très rapidement la perte. Et après, quitte éventuellement à revenir plus tard. Mais pour l'instant, je veux dire, il faut laisser dorénavant le couteau se planter. Ne pas négliger les volumes. C'est quand même pas négligeable les volumes d'aujourd'hui. Et ne pas oublier que voilà, ce sont des valeurs qui ont toujours été chères. SKR, c'est comme Hermès, etc. Ça fait partie des valeurs qui se sont payées, qui ont été très chères. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui se délectent de dire bien sûr que ces résultats ne sont pas adaptés à la valorisation du groupe.
et ben pendant 2 ans, ils ont loupé du x3, du x4. Donc ça aussi, c'est important de relativiser ces choses-là et de bien faire la part des choses et de bien comprendre que le marché, c'est une bête humaine et c'est une histoire également de flux et de psychologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une valeur, elle est chère et elle continue d'être de plus en plus chère. Et de la même manière, vous avez tout un tas de valeurs qui sont pas chères et qui peuvent devenir moins chères jusqu'au jour où le marché décide de les redécouvrir. C'est une question de timing que de comprendre ça, que de comprendre qu'on ne se bat pas justement contre le concours de beauté du marché. On le suit. Focus Home, donc au niveau des jeux vidéo, on voit, on a tenté la sortie, on a bloqué sur la moyenne mobile 200, éventuellement, voilà, on a différentes constructions de figures, mais là aussi, on reste globalement dans la figure. On peut encore rester positif, je dirais, au-dessus des 43 pour retenter le coup. Si on commence à passer en dessous et à naviguer un petit peu trop au sud de la figure, faut se méfier. Galapagos, on tente aussi, mais pour moi, c'est de la construction. Donc petit à petit, on est en train de construire cette figure. Ça continue de tenir à ce stade-là. Toujours la zone des 60 € et des brouettes à casser. Au niveau de Harmony Gold, donc on voit au niveau des valeurs or, on n'a trop rien fait depuis 2 semaines. Et donc globalement, pour autant, on reste dans les tendances haussières. Donc je veux dire, même si on devait casser ici par le bas, revenir, petit à petit, ça nous construirait une figure. Donc c'est là aussi où c'est important de voir la physionomie court terme et de voir aussi la physionomie de moyen long terme pour ne pas se faire avoir sur ce qu'on est en train de jouer. Qu'est-ce que vous êtes en train de jouer? Est-ce que vous avez des minières pour vraiment jouer le renouveau de l'or? Est-ce que vous avez des minières comme du hedge par rapport à vos autres positions, une sorte de couverture? Voilà, c'est ça qui est vraiment important. Donc globalement parlant, pour moi, c'est toujours haussier. Ça peut toujours évidemment consolider, construire et compagnie, mais ça reste positif à moyen terme tant qu'on va tenir la zone des 4,50. 4,50, 4,60. Au niveau de Hermès, c'est la même chose, hein, valeur plébiscitée pendant plusieurs années. Et là, on voit, ça coince une nouvelle fois. Alors, on a quand même le rebond. Contrairement à SKR, on avait eu 0 rebond. Là, on a quand même un rebond qui se met en place. Et on a tenté aujourd'hui de s'extirper. Et on n'a pas réussi. Donc là aussi, c'est des mouvements où, pour l'instant, tant que vous êtes au-dessus des 1180, ok, on se dit on est en train de congestionner. Mais il faut rester méfiant, c'est-à-dire que le rebond peut avoir lieu en effet, mais voilà, il y a une zone entre les 1280 et les 1330 où même si le rebond se met en place, c'est du rebond intéressant, mais qui ne change pas, qui ne retourne pas la tendance. On le voit, le pivot, il est là sur les 1300. Alors, c'est assez large comme pivot, mais globalement, c'est l'idée. Donc, c'est là aussi où vous devez savoir ce que vous jouez. Est-ce que je joue un simple rebond technique et à ce moment-là, je sais que j'ai des stops courts. Donc, c'est-à-dire que si je laisse les 1180, je ne suis pas là pour tenir la position. Ou est-ce que je joue vraiment un retournement et une relance de la tendance haussière, pour X raisons, peu importe. Mais à ce moment-là, j'ai besoin de beaucoup plus, parce que là, je suis en train d'anticiper, donc j'ai besoin que le marché me démontre beaucoup plus de force que ça, avant de pouvoir jouer ce type de scénario. Et actuellement, quand on sait les pondérations, on va faire LVMH aussi, quand on sait les pondérations sur les valeurs du luxe, et bien entendu que c'est important également pour le CAC 40. Et on en avait parlé. Attention à l'illusion des indices, parce que du coup, là où les valeurs du luxe permettaient à l'indice de surperformer, alors qu'on avait beaucoup de valeurs qui sous-performaient encore l'année dernière, et donc beaucoup de personnes qui se disaient moi je passe pas une bonne année, alors que les indices volent de record en record, et donc ils étaient dégoûtés, et ils se comparaient à quelque chose qui ne devrait pas se comparer. Quand on n'a pas des valeurs du CAC 40, on ne se compare pas au CAC 40. Et là, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire que globalement, éventuellement, on a eu les remontées, etc. Mais si les valeurs du luxe se mettent à ramer, voire à baisser, le CAC 40 aura du mal à garder la tête hors de l'eau, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autres secteurs d'activité qui vont très bien performer. Et donc là, ça sera à nouveau le plébiscite des sélectionneurs, de la sélection de valeurs, etc. Bref, on a pu en parler comme... pas mal de fois l'année dernière en guise d'hypothèse de travail, etc. Mais c'est ça qui est important, donc l'illusion marche dans les deux sens. Et donc LVMH, c'est la même idée. On a eu un bon rebond, et maintenant le quid, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de reconsolider la moyenne mobile 20, éventuellement pour revenir s'aplatir aux alentours de cette zone des 600-605 €, peut jouer un rôle de support, il y a une zone de gap aussi ici, et tenter de relancer à ce moment-là. Mais je veux dire,
Si cette relance n'arrive pas à revenir au-dessus des 666 euros, je vais faire exprès de prendre ce niveau-là en guise de clin d'œil, on peut, on ne peut y voir que du retracement de la baisse et non pas une remise en question de ce mouvement baissier. C'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est bien de se dire que malgré la forte hausse sur beaucoup de valeurs, il ne faut pas se faire avoir et parler d'ores et déjà de relance haussière des marchés, on n'y est pas. Peut-être que ça va intervenir, je n'en sais rien. Le marché nous le donnera, mais à aujourd'hui, ce serait présomptueux que de faire all-in en se disant le marché va repartir à la hausse comme en 40. Pour l'instant, il y a encore toute une phase de congestion dont il faut sortir par le haut qui doit être faite avant de commencer à maturer cette idée-là. Sinon, Morel et Prom, beaucoup de volatilité, mais vous voyez, on reprend. Moi, je continue honnêtement à viser la zone des 4,30 €. Ça reste pour moi la target. Navia, sinon, avait pas mal boosté, mais là aussi, c'est du retracement. Donc, si on a envie de jouer un retournement sur Navia, c'est maintenant qu'il va falloir qu'elle se bouge. C'est-à-dire conserver cette zone des 1,67 € et des brouettes. Ça serait bien de ne pas refermer le gap. Et globalement, réussir à peu mécher, mais réussir à clôturer au-dessus de ces 1,75 € pour ensuite tout de suite relancer. Sinon, ça va commencer à nouveau à devenir moins bien. Neoen, ça continue de construire à ce stade-là. Donc on reste, voilà, hop, je vais le construire comme ceci dorénavant. On reste sur des mouvements de retracement tout à fait normaux à ce stade-là, tant qu'on peut même aller chercher jusqu'à la zone des 33 €, ça restera encore positif. Par contre, et voilà, après on aura peut-être la construction d'une figure en hypothèse comme ceci. Par contre, voilà, le signal, le vrai signal de relance haussière, il est donné sur la cassure de cette oblique, cette zone des 38 €. Il ne faut pas oublier, je disais en début de vidéo, il ne faut pas oublier le Covid. Covid n'est pas mort. On a pas mal de valeurs Covid donc qui se réveillent bien. Novacite en fait déjà partie. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer. On voit les zones de résistance pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, vers cette zone des 3,20, notamment jusqu'aux 3,50 éventuellement. Ne pas négliger qu'on peut également consolider et que donc on peut se retrouver avec une congestion qui est assez large, hein, avec ce support aux alentours des 2,30 €, 2,40 €. Nutrien, voilà, ça fait partie des engrais, donc toutes ces valeurs, tout ce qui est gaz liquéfié, charbon, pétrole, tout ça, voilà, globalement on a eu toutes les hausses en exponentielle, l'armement et tout ça, et c'est là maintenant où ça va se jouer, parce que, bon, on sent bien qu'il reste peut-être encore un petit peu de potentiel, mais il va falloir souffler. Alors l'idée quand je dis il va falloir souffler, c'est pas que la tendance haussière est terminée, non, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même s'attendre éventuellement à ce qu'on souffle un petit peu et qu'on se mette ensuite là aussi à construire des figures et à voir un petit peu la suite. Ontex, ça c'est une tendance qui est baissière, mais globalement on voit qu'on arrive à tenir les supports pour l'instant. C'est toujours un débordement des 7,20 €, 7,50 € qui permettrait un petit peu de se dire on arrive à la fin éventuellement de la congestion pour commencer à parler retournement, mais c'est encore un petit peu prématuré. Au niveau d'Orange, ça reste pour moi la valeur défensive par excellence. Hein. On a vu la mèche ici est une belle opportunité technique que je n'ai pas saisie. Mais on voit une bonne relance qui est propre. Vous avez un dividende. Voilà, volatilité qui certes en temps de guerre on a vu, bon il y en a, mais voilà c'est quand même un petit peu plus respectable. Paro, alors c'est une toute petite valeur, il n'y a pas beaucoup de volume etc. Mais éventuellement on verra évidemment si ça se détend au niveau de la guerre, etc. Potentiellement, elle partira par le sud. Mais sinon, éventuellement, la relance haussière et le retournement qui serait à jouer. Donc, si on arrive à casser cette zone des 4,30 €, ça se regarde éventuellement pour des petits portefeuilles. Ribert aussi, ça se regarde pour des petits portefeuilles, j'aime bien. Alors là, ça peut revenir sur la zone des 1,70 éventuellement. Et c'est la cassure des 1,90 € qui nous permettrait peut-être de lâcher les chevaux et de retourner l'affaire. Au niveau de Ruby, ça continue de construire à ce stade-là. C'est toujours un débordement des 28 € pour moi qui serait un signal un petit peu plus probant. Sinon, pour l'instant, ça rame un petit peu. Crise alimentaire et compagnie, vous avez cette société-là, c'est une petite société, alors il y a pas mal de volume. On est venu chercher le bas, on vient de casser le haut, alors éventuellement il faudrait que je retrace un petit peu mon affaire, mais toujours est-il que ça se regarde parce que sur consolidation éventuellement, c'est-à-dire je dirais un retour sur cette zone des 2,30 €,
2 euros jusqu'à 2,20 € parce que ça reste des petites valeurs, hein. Un retournement aussi quand même à jouer sur ce genre de valeurs qui vont profiter de l'augmentation des tarifs de leurs graines et compagnie. Éventuellement, vous savez, il y a trois zones, hein, qui nourrissent un petit peu le monde, hein. C'est évidemment la Russie, Ukraine, le sujet, le débat du jour, mais aussi également énormément l'Argentine et les États-Unis. Au niveau de Sanofi, on ne fait pas des 100 et des 1000, mais ça reste défensif aussi. Sartorius Stedim, donc là aussi, vous avez Eurofins aussi dans la même idée. Alors ça reste des valeurs de croissance, donc on sent bien quand même la lourdeur du truc, on sent bien le changement de paradigme, hein, du marché qui ne jurait que par ça. Il y a encore 6 mois, comme pour Esker, et là on se moquait des survalorisations parce qu'on vendait ça comme le fait que vous aviez une visibilité. Et aujourd'hui, vous avez toujours une visibilité, mais voilà, on n'est plus prêt à payer les mêmes tarifs. Pour autant, il y a l'aspect Covid également qui est toujours là en ligne de fond. Donc on a quand même des rebonds qui se sont validés. On fait des mèches hautes ici, donc ça rame un petit peu, c'est un peu plus compliqué. Mais on a quand même une congestion qui va se mettre en place ici. Et donc là, l'idée, c'est la même chose, c'est est-ce qu'on en sort par le bas et auquel cas, on est reparti pour encore se chercher un petit peu en tendance baissière, et donc on laisse tomber, on attendra, ou on en sort par le haut, et là, le rebond peut se prolonger, oui, et ce qui va devenir intéressant, c'est que même chose que sur beaucoup de titres, on a les 400 €, 410 € jusqu'à 425 €, où certes, le rebond peut se prolonger, mais ça reste du rebond aujourd'hui, et on ne pourra pas parler encore de retournement aussi du marché. Et ça fait partie, voilà, peu importe ce qui se passe à court terme, ça fait partie, si on veut avoir un avis à plus moyen terme et trancher pour prendre des positions de manière plus durable sur des choses qui ont besoin de construire, des choses où on a besoin encore de beaucoup de chandeliers pour se faire et se forger une idée à plus moyen long terme. Société Générale est en train de consolider également, comme pas mal, hop, on nettoie un petit peu la chambre, comme pas mal de valeurs, vous voyez, on a fait un bon retracement de la baisse. On est en train de consolider, mais dorénavant, ce qui va nous intéresser, c'est où est le support, où est-ce qu'on tient le support, pour éventuellement relancer une attaque, excusez-moi, qui ne change pas le schmilblick, là aussi, que même si on refait une poussée, ça restera que du retracement à ce stade-là. On ne peut pas encore parler, évidemment, de relance de tendance haussière, de renouveau de tendance haussière, c'est trop tôt. Donc c'est éventuellement juste jouer une deuxième jambe de rebond, ou au contraire, voilà, si on casse par le bas, commencer à jouer peut-être des constructions de figures, mais là aussi, vous avez bien compris qu'on va avoir besoin de chandeliers, de construction pour se faire un avis plus tranché. Solution 30, toujours cet oblique-là à franchir au niveau des 8 € et des brouettes pour éventuellement déclencher une poussée. Alors il y aura les 8,60 € et puis potentiellement les 9,40 €. Stellantis également, hein, vous voyez, rebond, retracement sur l'ancien niveau support qui fait résistance, consolidation qui se met en place, et donc là l'idée c'est simple, hein, c'est soit on relance pour essayer de rattaquer ça et faire cette seconde jambe de rebond, ou ça pêche. Bon, je garde à titre personnel l'inclinaison positive sur une tentative de tenter, après conso là, de tenter une deuxième attaque haussière. Mais pour autant, pas de parler de retournement haussier des tendances, hein. C'est trop tôt. C'est bien trop tôt encore pour ma part. Par contre, là, Technicolor, oui, vous avez un retournement de la tendance. Alors, il ne faut pas négliger qu'éventuellement, vous pouvez avoir un pullback sur l'ancien niveau de résistance et donc relancer dans la foulée. Mais on a un bon signal et donc une bonne phase de relance et de retournement de la tendance à la hausse. Technip, c'est la même chose, on continue de bien pousser. Et là, on va commencer à attaquer le dur, hein. On voit vers cette zone des 11,40 €, 11,50 €. Ça peut commencer à attaquer un petit peu le dur et éventuellement vouloir construire là aussi une zone de congestion en mode zigzag. Thales, c'est au plus haut, c'est haussier indéniablement, mais éventuellement, là, comme je vous l'ai dit aussi, à voir évidemment si ça commence pas un petit peu à ramer. Mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire, bien entendu. Mais voilà, il faut commencer à se dire que ces valeurs-là peuvent se remettre à souffler tout en conservant évidemment leur tendance haussière.
Tilray, c'était l'exemple que je vous donnais déjà depuis plusieurs semaines pour vous dire ne tuons pas les valeurs de croissance, surtout les valeurs spéculatives, etc. Les flux peuvent revenir dessus pour une raison X ou Y. Alors là, évidemment, il y a de la news, mais j'avais pris Tilray comme exemple typique, mais c'est vrai pour un paquet d'autres petites valeurs ou de moins petites valeurs qui ont bien rebondi. Et donc Tilray, donc il y a eu la news également qui a fait qu'on s'est pris ce chandelier-là hier, et dans la soirée, on a tout breaké en aftermarket et on a validé ça dans le marché. Là, on est en train d'arriver sur une zone intermédiaire de résistance ici, mais après, voilà, bon, c'est compliqué sur ce genre de valeur-là, vous voyez, c'est quand même du moins 80% hein, dans la figure, donc certes, oui, on est en train de prendre plus 50. On ne sait pas éventuellement si ça peut faire ça ou si ça va consolider et le faire plus tard. Bref, la problématique, voilà, c'est toujours qu'à ce stade-là, c'est une phase de rebond qui est certes juteuse au prorata de la baisse que vous avez connue sur le titre, mais qui pour autant ne permet pas de dire encore que l'on retourne la tendance à la hausse. C'est trop tôt. Et donc, les volumes sont énormes. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Donc il faudra voir si on veut continuer un petit peu pour le prochain niveau vers cette zone des 9,90 éventuellement, c'est tout de suite casser cette résistance, ou si le titre va passer quelques séances peut-être à congestionner dans cette zone. S'il recasse cette zone des 7 euros, bon il y aura encore des supports bien entendu, mais ça serait bien si on veut conserver la pression pour essayer d'aller encore gratter 2 $, ça serait bien de conserver la pression et de ne pas trop descendre. Total Energy est en train de bien remonter également, vous avez la congestion ici, on est en train d'en sortir par le haut, mais là, même chose hein, sur Total Energy. Ce qui va devenir très intéressant pour moi sur les prochaines séances, c'est la capacité du marché. Qu'est-ce que va faire le marché sur cette zone des 48-49 euros? Est-ce qu'on est capable de casser par le haut, faire le pullback et relancer? Auquel cas, ça serait très positif évidemment. Alors ça voudrait dire, ça serait très positif pour Total, ça voudrait également dire qu'on remet un coup dans le jukebox au niveau de la hausse du pétrole, ce qui veut dire qu'on a remis un coup de jukebox également dans l'escalade au niveau de la guerre. Donc, be careful what you wish for, comme disent les Américains. Voilà pour l'idée. Ça se regarde. Mais si on bloque ici, ben là aussi, finalement, on aura retracé peu ou prou la moitié, un peu plus, peu ou prou la moitié de la baisse. Et donc, il faudra... Alors, ça reste une tendance haussière de fond, mais ce qui sera intéressant, c'est de voir comment on en sort de ça. Parce que si on finit par en sortir par le bas, là aussi, petit à petit, sur les pétrolières européennes, qui ont plus de mal que les américaines, évidemment, de par leur impact sur le marché russe, il faudra, là aussi, commencer à se poser quelques questions. Au niveau de Unibail, pour l'instant... C'est du prorata dans le rebond, il n'y a pas de retournement, il faudra pour cela valider, repasser au-dessus des 66 euros et des 70 euros. Au niveau de Valeo, même chose, c'est une tendance qui est baissière, pour l'instant qui n'arrive pas à s'affranchir de ses résistances. Donc ma foi, je veux dire, tant qu'on ne va pas réussir à passer, les 16 euros pour arrondir, et on ne pourra pas essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une zone de support, je dirais, qui est aux alentours des 14,90 euros. Et ça continue de construire. Donc pour moi, ce type de valeur-là, honnêtement, c'est des valeurs qui sont intéressantes pour faire du rebond technique quand vous avez le marché qui a peur, et on fait du rebond technique. Vous voyez, il y a eu quelques séances pas mal mouvementées. Mais après, quand on rentre un petit peu dans la construction, on bloque le capital pour pas grand-chose. Donc ça sert à rien, donc en gros, il faut attendre que ça mature un petit peu plus. Au niveau de Valourec, c'est haussier point barre, hein. Donc on avait cassé cette première oblique, on casse cette deuxième oblique dorénavant. Donc là aussi, le retournement est bien acté. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Verimatrix, alors c'est encore un petit peu en avance, mais là aussi, on a une volonté de rebond qui peut éventuellement se transformer en retournement si on arrive à casser les 1,20 €. Alors il y aura aussi les 1,30 € qui seront un gros morceau, mais potentiellement on a mis un point bas et on est en train de construire un socle de retournement. Il faudra bien entendu pour cela éviter de redescendre en dessous des 1 € et bien congestionner cette zone et en sortir par le haut bien entendu. Et Worldline, pour moi, j'ai toujours pas grand chose, je veux dire, tant qu'on n'arrive pas au-dessus des 43 € pour retenter derrière du rebond technique, sinon il n'y a pas grand chose là-dessus. Voilà en gros ce que je voulais vous dire ce week-end. Globalement, ce que je ferai, c'est que quand je pense qu'il y a vraiment
des éléments suffisants en termes de macro, etc., pour en faire une vidéo individuelle, je ferai cette vidéo de manière individuelle en cours de semaine ou quelque chose comme ça. Sinon, voilà, je garde une vidéo le week-end parce que la semaine dernière c'était exceptionnel que je sépare en deux parce qu'en fait, je prévois rien. Hein. C'est-à-dire, je suis passionné, je me mets à parler et puis à un moment donné, je me dis, oups, la vidéo fait 1h30. Donc l'idée c'était de dire pour pas noyer ce qui est quand même dit et qui est à mon avis fondamentalement important pour les prochains mois du début de la vidéo, ben, on va couper en deux pour que tout le monde soit bien concentré sur les différentes vidéos. Sinon, je continuerai à faire cette vidéo en one shot avec une partie avec un petit peu de macro et des explications distillées au fur et à mesure des exemples qui peuvent être utilisés. Mais globalement, je sors toujours en fonction de mon temps. Alors cette semaine, vous avez vu, j'ai eu un peu plus de temps que ces 2 dernières semaines, j'avais pas fait trop de vidéos. Mais globalement, voilà, sinon c'est en cours de semaine que j'essaye de sortir les vidéos sur lesquelles on rentre un peu plus dans le détail sur certains points et j'essaye de faire des vidéos un peu de 10, 15, 20 minutes pour rester ciblé sur un point précis. Voilà, passez un excellent week-end. À lundi sur graphcobourse.fr pour la suite des aventures boursières. Je vous retrouve avec joie dans les commentaires si vous avez des actions à proposer éventuellement ou votre avis sur la suite des marchés. N'oubliez pas également d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne loupez pas les vidéos que je peux publier en cours de semaine. Excellente fin de journée à vous les graphes et excellent week-end. Salut.